Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. C'est une fuite en avant permanente. On arrive à une inversion complète des valeurs. On est dans une impasse politique totale. Quand on empêche les gens de discuter, et ben derrière les gens vont dans la rue. Ils veulent remplacer la France. La France est le pays le plus attractif. Rire. Voilà, normalement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est terrible, la prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux. Cherchez à qui profite le crime. Ça fait je sais pas combien de temps que je sonne du tocsin. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé. Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence. Imaginons the people. C'est l'heure du sonneur. Un sonneur où nous retrouvons Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Et bienvenue à vous. Je le rappelle, vous êtes avocat à la Cour et auteur du blog Vue du droit et auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Nous retrouvons dans quelques instants Alexandre Langlois. On va parler ensemble de ces trois sujets que j'ai abordés. Jean-Luc Mélenchon, fichier S, c'est une proposition de Carl Olive. Le recours à l'armée face aux délinquants, qui est une proposition d'Elisabeth Borne. Et puis, je voulais revenir sur ce sujet qu'on avait commencé à toucher ensemble mardi dernier, je crois, si je me trompe pas, sur ce contrat social rompu. Régis de Castelnau, l'État qui est censé avoir la légitimité, le monopole de la violence aujourd'hui, si l'État ne remplit plus cette mission finalement, est-ce que ce serait pas, c'est une question presque juridique et philosophique, est-ce que ce ne serait pas aux citoyens de récupérer cette légitime force et violence? Tout à fait. C'est tout à fait. On ne peut pas argumenter sur le danger de l'auto-organisation populaire, des milices, qui peuvent être s'avérer dangereuses, si l'État prend en charge sa mission de contrôle de l'espace public. Or, la rupture du contrat, elle se fait par l'abandon des territoires de la République, les fameux territoires perdus, mais qui sont aujourd'hui passés au centre-ville où la sécurité n'est plus assurée, le respect de la loi n'est plus assuré. À partir de ce moment-là, comment fait-on? Il y a une vacance du pouvoir et naturellement, ces espaces sont immédiatement occupés par de l'anarchie, sont occupés par la pègre, sont occupés par le lumpenprolétariat qui fait régner son ordre. Son ordre à lui, quand vous voyez qu'à Nîmes, il y a enfin, je veux dire, c'est des affrontements à la Kalachnikov quasiment tous les jours, avec des victimes collatérales. Donc, oui, c'est une rupture. Cet abandon, faute de moyens, faute de volonté politique, cet abandon des territoires est une rupture, mais gravissime du pacte social. Oui. Alors, deux petites choses. D'abord, vous avez parlé des territoires perdus de la République. On a tendance à imaginer plus rapidement les banlieues, mais on l'a vu. Je crois que dans les exemples que je donnais la dernière fois, on parlait également de ces personnes en ruralité qui appellent 3-4 fois la gendarmerie ou la police pour leur dire attention, j'ai déjà été cambriolé, je sais qu'ils vont revenir, je sais qu'ils sont armés, etc. Puis finalement, à chaque fois, ils finissent par sortir le vieux fusil de campagne parce que ils ont peut-être pas envie de se faire assassiner au passage. Et puis finalement, c'est eux qui finissent en prison. Donc, ce sont des faits qui peuvent aussi arriver en plein cœur de la ruralité et de nos campagnes. Donc, les territoires perdus de la République, finalement, ils sont pas seulement ciblés dans ces banlieues. Et donc là, comme vous le dites, on arrive à la compréhension d'un abandon de l'État de ses missions régaliennes, de ses missions premières, celle de la sécurité. Et donc, à partir de là, Régis, finalement, est-ce que on ne peut pas se dire abandon il y a, donc est-ce qu'on peut pas l'officialiser finalement d'une certaine façon? Comment on peut faire pour dire puisque le contrat social n'est pas respecté, chacun reprend ses droits, mais même ça peut poser aussi la question de l'impôt, du consentement à l'impôt. Mais tout à fait. Le problème, c'est que le pouvoir qui est responsable de cet abandon, et j'ai des exemples par dizaines, le pouvoir, il a peur de cette réaction populaire. Il a peur dans sa fonction de répression. Donc, il renforce les forces de police pour pouvoir réprimer toute velléité de se révolter, parce que ce serait une révolte, ce que vous décrivez. Et de l'autre côté, il y a la justice. La justice, dans sa pratique, est effectivement très vigilante. Dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'autodéfense ou à de l'auto-organisation, elle se précipite pour condamner lourdement, pour faire peur.
parce qu'elle veut garder ce monopole. Hein. Alors ce monopole dont elle ne se sert pas pour réprimer, comme c'est sa mission, la délinquance du quotidien, celle qui pourrit la vie des Français, mais elle va se précipiter pour sanctionner lourdement, souvent, ceux qui réagissent, ceux qui se défendent. L'histoire à laquelle vous pensez peut-être sur la ruralité, moi j'en ai une qui est extraordinaire. C'était un agriculteur qui voyait son exploitation pillée. Et puis un jour, il est venu avec son tracteur et il y avait un véhicule, une camionnette qui était en train de récupérer je ne sais pas quel matériel chez lui. Donc il a foncé sur la camionnette, il l'a renversée, il a été condamné. Ouais. Il a été condamné. Oui, c'est ça. Les victimes se sont constituées excusez-moi, les voleurs se sont constitués partie civile et il a été condamné. Ça va chercher très très loin, oui. Parce que bon, le moindre mouvement d'humeur, le moindre délinquant frappé, c'est immédiatement, comme il y a des caméras partout, c'est immédiatement diffusé et honte sur ceux qui ont osé faire ça et ils sont immédiatement poursuivis parce qu'en plus eux ils sont faciles à retrouver. Ouais. Ce sont des simples citoyens, bon, donc ils cherchent pas à se cacher. Non, il y a un vrai problème. Je sais pas comment ça va évoluer cet abandon de l'espace public. Je sais pas parce que si vous voulez, la question du laxisme, c'est pas je suis trop indulgent, c'est je n'ai plus les moyens, qu'ils soient d'ailleurs matériels ou idéologiques, de réprimer cette délinquance et on voit ce qui se passe aux États-Unis, où on dit tous les vols pour des sommes inférieures à $1000 ne seront plus poursuivis, c'est-à-dire c'est de la récup. Et donc bon, on voit les vols, on voit les images. Les gens s'organisent, font des flash mobs sur les réseaux et ils viennent et chacun vole moins de $1000. Mais en cumulé, ça fait 50 000, 60 000. Bon, enfin voilà, quoi. Donc c'est un peu n'importe quoi. C'est tout à fait possible que ça finisse mal. Non mais juste une question. Après, on quitte la théorie, on revient à nos sujets concrets. Mais si jamais tout ça c'est acté, si l'abandon de l'État de ses missions régaliennes sont actés, je sais pas, est-ce qu'on peut l'acter d'une certaine façon ? Est-ce que justement une procédure judiciaire peut l'acter ou quelque chose comme ça pour se dire aujourd'hui l'État ne remplit plus son rôle, le rôle premier, celui de la sécurité, donc il n'est plus État finalement. Est-ce que c'est des choses qui peuvent exister ça ? Vous avez, il y a des recours possibles, mais qui sont des recours de victimes de cette carence, qui peuvent faire des procès, on appelle ça des recours de plein contentieux, engager la responsabilité de l'État devant les juridictions administratives et demander à être indemnisé. Mais c'est tout le problème. Oui. D'abord, on va tomber sur les magistrats de l'ordre administratif qui sont très liés à l'État. Et ensuite, ça va condamner l'État à verser des sommes aux victimes. Il n'y a pas ce qu'on appelle de class action ou de possibilité de procédure collective, où des gens se rassembleraient et viendraient effectivement faire constater ces carences dans le cadre d'une action collective. Donc, ce sont toujours des actions individuelles. Oui. C'est qu'ils ne peuvent pas remettre en question l'État en entier. Je veux dire, c'est seulement à chaque fois. Non, tout à fait. Tout à fait. Alors, en revanche, vous aurez la plus grande complaisance de ces juridictions dès lors qu'il s'agira de faire condamner l'État pour son inaction climatique. Ça, c'est sûr qu'on y aura. Mais là, faire condamner l'État sur son inaction en matière de respect de l'ordre public, c'est beaucoup plus difficile et ce seront des actions ponctuelles avec comme caractéristique, c'est que de toute façon, ce sont les victimes de cette défaillance, c'est-à-dire les contribuables qui paieraient. Donc voilà, je pense qu'on a un problème démocratique. On a un problème démocratique, ça appartient puisque c'est une défaillance du gouvernement. Et qui contrôle le gouvernement ? Le Parlement. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est là où ça devrait pouvoir être traité. Mais on va avoir un problème, c'est-à-dire qu'on aura du côté du RN l'exigence, mais en même temps on va pas aller trop loin parce que on a le regard fixé sur les sondages d'opinion pour 2027. Et de l'autre côté vous aurez LFI qui lui ne souhaite pas
qu'il y ait cette répression pour conserver son fonds de clientèle électorale. Ouais. C'est une tenaille qui est assez épouvantable. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, on va aller sur nos autres sujets. Alexandre Langlois, visiblement, est, je pense, sans connexion, peut-être lié à la tempête d'ailleurs. Vous pouvez tous réagir. Je sais qu'il y en a qui disent que ça souffle très fort aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à nous raconter aussi ce qui se passe autour de vous. Autant vous dire qu'ici, nous, on est un peu élevés. On est au 5e étage, pour tout vous dire, et ça souffle super fort et les volets claquent. Donc, même ici, on sent que nous sommes en pleine tempête et pas que pendant la tempête étatique, également climatique. Alors, on va aborder cette question également de la proposition de Carl Olive, député Renaissance, de fichier S. Jean-Luc Mélenchon, je vous propose d'écouter ses propos. C'était le 31 octobre sur CNews. Police tue, ça va raviver la haine dans les quartiers. La France insoumise qui nous dit que les chefs d'entreprise sont des salopards, c'est inadmissible. Ce sont des créateurs de richesse, ce sont des pourvoyeurs d'emplois. La France insoumise qui est incapable de qualifier le Hamas comme terroriste, c'est une faute impardonnable. Et je vais vous le dire, je vais vous le dire, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger. Il devrait être, je vais vous le dire. Pour la société? Il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, que un certain nombre de fichiers dans notre société. Oui, c'est un danger. Parce que attiser la haine. Aujourd'hui, les quartiers, c'est comme une cocotte minute. Voilà. Oui, donc les quartiers, c'est comme une cocotte minute, mais surtout, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. Il devrait être fiché S. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire danger pour la société, peut-être, avec ses paroles, etc. Doit-il être pour autant fiché S? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon, Régis de Castelnau. Mais non, mais attendez, Carl Olive est un danger pour la démocratie, parce que toutes ces propositions sont des propositions qui sont totalement illibérales, pour utiliser cette expression, et il est un danger pour l'intelligence, parce que je pense qu'on a affaire à ces parlementaires qui sont arrivés grâce au macronisme. Certains ont pu se maintenir et qui sont des calamités politiques, quoi. Bon, c'est pas sérieux. Être fiché S, c'est avoir un certain nombre de caractéristiques et on peut mettre en danger l'ordre public. Là, on est quoi? On est dans l'espace démocratique du débat. Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord sur les chefs d'entreprise, sur effectivement la police, la responsabilité de la police, je partage pas les opinions de Jean-Luc Mélenchon sur ce point, mais c'est le débat démocratique. Répondez, monsieur Olive, argumentez, plutôt que de passer votre temps à réclamer de la répression. Parce que je crois que c'est lui qui a demandé la dissolution, à un moment, la dissolution d'LFI aussi. Oui, tout à fait. Puisque Darmanin, il a pour habitude maintenant de dissoudre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Bon, Carl Olive, il fait ça également. Donc, il propose cette espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est un poisson pilote qui essaye de... Est-ce que nous aurions une... est-ce qu'on a... En tout cas, on vous entend. Non, je vois apparaître... J'ai plus d'image, Clémence, mais le son passe. Oui, écoutez, en tout cas, nous, on vous entend et on vous voit, donc ça doit être je suis revenu. Ce sont les aléas du climat. Donc alors, au plan juridique, enfin, si vous voulez, fichier S, c'est pas... ça n'est pas... l'application d'une procédure normée avec débat contradictoire. Fichier S, c'est une mesure d'ordre public. On considère que quelqu'un présente les caractéristiques, mais c'est parfaitement la responsabilité de l'exécutif de le faire. Bien sûr. Et donc, on va vous fichier S avec un certain nombre de conséquences dans la pratique. C'est ça. Ouais. Et dans le même genre, un statut juridique ayant des conséquences autres que celles d'une forme de contrôle pour faire de la prévention, ce qui est très bien, Dans le même genre, Régis de Castelnau, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un emballement, toujours pour moins de liberté d'expression. Il y a aussi cette question autour de la polémique de la sortie de l'humoriste, qui n'est pas toujours très drôle d'ailleurs, mais bon, ça reste son rôle d'humoriste. Guillaume Meurice sur France Inter, qui a comparé Benjamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. Je crois que c'était ça l'expression. Est-ce qu'aujourd'hui finalement, on a l'impression qu'il est de plus en plus difficile d'assumer une vraie liberté d'expression, même si celle-ci fait mal? Alors, évidemment, la liberté d'expression en France est très menacée. Vous avez le DSA, le fameux dispositif adopté par l'Union européenne et voté par le Parlement européen d'ailleurs,
les discours de Monsieur Breton, qui dit qu'il faut censurer les discours de haine et les appels à la révolte. Bonjour. Donc, et puis même l'humour, on fait la chasse à l'humour. Moi, j'ai toujours eu un problème avec Dieudonné. Oui. Dieudonné, effectivement, il y avait quelque chose de très déplaisant. Et puis systématique, qui était son négationnisme. Et ça, c'est quelque chose de très blessant. Alors pour les Juifs, mais même pour quelqu'un comme moi, qui suis. Oui, mais ça, c'est officiellement condamné c'est officiellement condamné aujourd'hui en France, le négationnisme. Oui, donc on a des lois pour ça. Ça sert à rien. En dehors de ça, on l'a diabolisé, alors que c'est le meilleur sur le plan artistique, c'est comme amuseur, il est absolument excellent. Donc, on a réussi à le tuer au niveau de l'expression. Et les autres se surveillent, les autres font attention. Alors, en ce qui concerne la petite bande de France Inter, moi, je considère que il y a plusieurs problèmes démocratiques qui renvoient à la question de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'ils ont un monopole, ces gens-là. Ils ont un monopole, ils sont des gauchistes de salon, et ils passent leur temps à faire des cours de morale à la terre entière. C'est insupportable. Le problème, si vous voulez, on va pas les empêcher de parler, mais où est le pluralisme? Où sont ceux qui pourraient leur apporter la contradiction? Non. Ils ont ce monopole, et c'est le contribuable qui paye pour se faire insulter absolument quotidiennement. Donc ça, c'est insupportable. Ensuite, bon, on est dans une période particulière. On est dans une période particulière. Depuis le 7 octobre, il y a quand même un esprit de responsabilité qui aurait dû jouer. C'est-à-dire que on a première communauté juive d'Europe, première communauté musulmane d'Europe. On a l'importation du conflit. Oui, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien. Ça n'est pas le grand combat de l'Occident contre le terrorisme. Non, il s'agit bien de ça. Donc, la moindre des choses qu'auraient pu faire ces gens-là, et là, je dis, c'est un problème de responsabilité. À ce moment-là, c'est d'éviter de nous infliger leur humour lamentable, parce qu'ils sont jamais drôles, toute cette petite équipe, Madame Charline, machin là, et donc faire attention à ce qu'on disait. Donc, alors naturellement, ça a fourni une occasion en or à tout un tas d'excités de lancer les accusations d'antisémitisme. Je ne pense pas que ce soit antisémite, c'est mauvais. Oui, c'est irresponsable. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que ce soit mauvais et irresponsable, mais faut-il pour autant les interdire? C'est la question qui se pose. Non. Parce que c'est pas la première fois. On a déjà, c'était peut-être pas, il y avait pas en effet la tension géopolitique, mais on les a déjà entendus chanter Jésus est mort le jour de Noël ou je ne sais trop quoi. Enfin, c'est régulier chez eux. C'est pas ça, Clément. C'est Jésus est un homosexuel, mais avec le terme argotique. Non, ils ont une immunité qui couvre leur nullité parce qu'ils sont mauvais. Deuxièmement, les cibles, attention, les cibles. Et là, ils n'ont pas fait attention que dans l'hypersensibilité de la période, ils allaient, parce que c'est une aubaine. Pour William Goldnadel, c'est une aubaine. On se jette là-dessus, on saisit l'Arcom, etc., etc. Cela étant, sur le principe, vous avez entièrement raison. C'est la liberté d'expression qui doit être garantie, mais ne pas oublier, dans un contexte politique, le pluralisme. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres humoristes qui viennent leur apporter la réplique, ou en tout cas une autre sensibilité. Oui, mais ça c'est sûr. Surtout sur les ondes, sur les chaînes publiques, c'est là-dessus qu'on a du mal à entendre de la pluralité. Et pour revenir sur Dieudonné, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été diabolisé, comme vous l'avez dit, mais qu'il l'est interdit a priori. C'est-à-dire qu'il a même pas encore eu le temps de faire ses blagues, ses spectacles qui sont interdits avant même qu'il les fasse. Donc, et lui, souvent, sa défense, c'était de dire, mais attendez, vous ne savez même pas de quoi est fait mon spectacle, en fait. Et ça commence à être dangereux quand on interdit un spectacle, en fait, avant même qu'il n'ait été produit. Je pense qu'il est antisémite. Je pense qu'il est antisémite dans sa tête. Bon, mais le problème, c'est que son expression l'est. Et ça, c'est condamnable.
Ça, c'est condamnable. Mais quand elle l'est, mais s'il ne l'a pas encore eu le temps de l'exprimer. Quand il l'exprime, tout à fait. Mais, Voilà, mais je rappelle que la liberté d'expression est totale, sauf qu'il y a des limites si la loi le décide et que le contrôle se fait a posteriori. Et voilà. Lui, on interdit, comme Darmanin pour les manifestations, on l'interdit a priori. Ouais. Alors on continue les sujets. Et alors il y avait ce sujet que voulait atteindre justement notre ami Alexandre Langlois, qui visiblement n'arrive pas à nous joindre aujourd'hui, sur évidemment toute cette polémique autour de Gérald Darmanin, qui avait accusé Karim Benzema une première fois qui le soupçonnait d'avoir des liens notoires avec les frères musulmans. En fait, il lui disait il expliquait que c'était pas normal que celui-ci ait tweeté pour faire un message en hommage aux victimes de Gaza et sans penser aux victimes israéliennes. Et là, il a réitéré ses propos la semaine dernière, quand il était à Abu Dhabi, en expliquant qu'on peut se demander, je le cite, ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique, et que quand il le fait de façon sélective. Je pense personnellement, dit-il, que ça cache quelque chose, et ne pas le voir, c'est être naïf. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Est-ce qu'il est vraiment dans son rôle? Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est ce que j'appellerais un voyou politique. Enfin, il est ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que protocolairement, c'est une des premières responsabilités de l'État. Et voilà qui se lance dans une polémique avec un joueur de football qui, sur ces questions politiques, ne s'est pas beaucoup exprimé, et musulman pratiquant, ce qui n'a rien d'illégal évidemment, et on lui fait un espèce de procès, vous êtes proche des frères musulmans, et à la fin, comme c'est une diffamation, pure et simple, c'est vraiment une diffamation. Je pense que Benzema est bien inspiré s'il ne fait pas une procédure devant les tribunaux pour la faire condamner, mais moi je considère qu'elle est constituée. Et comme ça réagit pas mal, et comme Benzema ne bascule pas, lui, dans la polémique, ne relève pas, il a raison, je pense qu'il a raison, à ce moment-là, Darmanin vient dire, comme il n'a pas dit ceci, ça prouve qu'il est proche des frères musulmans. Oui. C'est-à-dire qu'on va scruter non pas vos déclarations, mais on va scruter vos non-déclarations. Oui, c'est ça. On va dire, ah oui, mais vous avez dit ça, mais sans dire ça, etc. On est dans la police de la pensée, là. Mais exactement. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable d'en arriver là, puis il insiste. Il insiste, il en met une couche. Et puis de dire, je pense personnellement que ça cache quelque chose, mais alors, si ça cachait vraiment quelque chose, s'il y a vraiment un réseau de frères musulmans, pourquoi pas? Il est sûrement plus renseigné que nous, mais dans ce cas-là, autant attendre, faire procéder une enquête et ensuite arriver avec le résultat. Parce que là, c'est vrai que ça fait vraiment pas sérieux pour un ministre. Faut faire peser le soupçon, c'est ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a été incapable d'établir son propos proche des frères musulmans. Il aurait pu donner un certain nombre d'informations en conservant la confidentialité sur certaines, probablement. Mais non, là, il est incapable de le faire, et il va partir de l'inexistence de faits pour établir sa position. Non, c'est lamentable. Ouais. C'est absolument lamentable. Et au plan des libertés publiques, c'est grave. C'est grave parce que, je me répète, c'est une diffamation. Vous êtes pédophile, monsieur. Ah bon, très bien. D'ailleurs, regardez, il y a eu l'affaire Dutroux, et vous n'avez pas, c'était pas de la pédophilie, l'exemple est mauvais, mais peu importe. Oui, vous ne l'avez pas condamné. Vous n'avez pas condamné Dutroux, ça prouve que vous êtes pédophile, ou en tout cas que ça cache quelque chose. Oui. Non mais attendez, on en est là. Dans le mode de fonctionnement, et une des plus hautes autorités de l'État, celui qui a la responsabilité de l'ordre public, et par conséquent du respect de la loi, la viole à ce point grossièrement. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est dans la surenchère. Parce qu'il y a les interdictions de manifestation a priori. Est-ce que c'est ce que je disais mardi là concernant Nunez?
Ouais. Oui, il y a Oui, interdiction pour des raisons morales. Alors, on va Ouais, faire ouais. la morale de Monsieur Nunez. J'ai quelques doutes là-dessus, quand on voit comment il opère. Et Oui, puis, puis surtout, c'est bien la moralement, preuve qu'encore une fois, ils ne se fondent pas sur des critères officiels, et Mais non, des pas de critères, critères des critères objectifs qui font partie de notre loi. Donc là, c'est vrai qu'encore une fois, on retombe toujours un peu sur les mêmes choses. C'est-à-dire, on est dans une forme de police de la pensée, de dérive de nos libertés, de restriction de nos libertés plutôt, à tous les étages, et même pour des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, Dieudonné ou Guillaume Meurice dans un autre ordre, eh bien, je considère qu'aujourd'hui, il faut, ou Karim Benzema, il faut peut-être se battre pour que ces gens-là aient le droit d'exprimer, tant qu'ils restent dans les critères de la loi française, d'exprimer leurs pensées. C'est vrai, on commence franchement à être inquiété, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux, parce qu'ils déplaisent au gouvernement. Demain, c'est vous et moi, en fait. Mais si vous voulez, Clémence, moi, j'ai connu des périodes il y a déjà un certain temps, privilège de l'âge, j'ai une certaine expérience. La dégradation est massive. C'est une dégradation massive concernant les libertés publiques en général et la liberté d'expression en particulier. C'est massif. Quand vous voyez Carl Olive qui vient contester la liberté d'expression politique de Jean-Luc Mélenchon pour en faire un criminel. Bon, donc, mais qui demande des mesures techniques de contrôle social. Le fait que d'ailleurs, c'est une passion de la entre guillemets gauche, le refus Monsieur de Laganerie qui dit non, la parole de droite ne doit pas avoir accès à l'espace public pour s'exprimer, etc. Donc aujourd'hui, le débat se fait en réclamant la censure de votre opposant. Il y a eu des périodes, y compris des périodes difficiles. Moi, je me rappelle, après 68, il y a eu une période de gauchistes où il y avait les maoïstes qui sont tous ensuite devenus néoconservateurs, mais il y avait des troubles importants. Il y avait, par exemple, en Italie, nous, on y a échappé, mais il y avait le terrorisme, etc. La liberté d'expression n'était pas traitée comme elle l'est aujourd'hui. Non, il y a eu une vraie dégradation. Il y a un effondrement de la culture des libertés publiques et de la liberté d'expression en particulier, avec des mesures concrètes. Quand vous voyez les évolutions législatives, c'est très intéressant. Vous allez faire un petit tour sur les J-France, que je fais professionnellement. Vous allez sur les articles du code qui vous intéressent, par exemple concernant les discriminations, qui sont des lois de répression et d'encadrement de la liberté d'expression. Vous voyez les évolutions, parce que les J-France vous donnent les différentes réformes, et vous vous apercevez que l'aggravation depuis 10 ans de la répression, même légale, de la loi, avec à chaque fois des votes des LR, des votes de la droite bon chic, bon genre, visant à l'aggravation. Donc c'est une période qui est dangereuse. C'est un basculement qui a commencé avec les Gilets jaunes, non? Oui, je pense. Les Gilets jaunes ont été particulièrement caractéristiques de tout ça. Mais vous savez, il y a une chose intéressante. Je faisais un petit bilan l'autre jour de ce qui s'est produit, effectivement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est clair qu'auparavant, il y avait déjà des atteintes aux libertés publiques, mais lui, c'est devenu systématique, c'est devenu un système de gouvernement. Première année, donc il fait sa première année de mandat et arrive l'affaire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, alors là, on a vu se mobiliser tout un tas de gens venant dire oui, il faut envoyer l'armée. Enfin, vous vous en rappelez, les Luc Ferry, les Brice Couturier, etc. Il y a eu un appel à la répression qui a été entendu. Bien, répression policière, répression judiciaire. Et puis après, il y a eu la loi travail, les manifestations. Après, on a eu la loi sur les retraites. Entre-temps, on a eu la gestion du Covid, qui a été une gestion ultra autoritaire, c'est-à-dire que il y a eu 1 million d'amendes pour violation du premier confinement. Des gens étaient sur la plage tout seuls, on leur a collé des amendes, on a aggravé les incriminations, et puis après, bon, là aujourd'hui on a la guerre, il y a eu la guerre en Ukraine, maintenant il y a la guerre israélo-palestinienne. Eh bien, ce sont les espèces de gardes-chourmes, les chiens de garde
qui sont là et qui développent toujours le même discours. C'est assez intéressant d'ailleurs. On les voit des sur scènes les plateaux, différentes, sont toujours invités, sont toujours les mêmes. Vous prenez quelqu'un comme qui joue les ouverts, les tolérants et tout, ce qu'il n'est absolument pas, c'est Éric Nolot. Éric Nolot, il a été de tous ces combats-là. À chaque fois, il appelait à la répression, il appelait à la coercition. C'est assez impressionnant. On va lui proposer évidemment ici. Tout le monde a le droit de parler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat tous. Et vous l'avez bien rappelé ici. Vous l'avez bien rappelé, Régis de Castelnau. L'idée, c'est que tout le monde ait sa liberté d'expression. Donc, si les uns ou les autres veulent venir répondre à cette antenne, évidemment, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Régis, et à très bientôt. On salue Alexandre Langlois qui doit avoir des problèmes avec la tempête de connexion. Moi, je n'ai pas de tempête, Clémence. Tant mieux pour vous. Mais vous êtes en Provence et il fait toujours beau en Provence. Vous nous donnez envie à chaque fois, en tout cas. À très bientôt, Régis.